Fille de lettres, de cœur et d'espoir, Mélika est une battante, une littéraire, une vraie. J'ai rencontré en 2013 pour la promotion de son livre Les Désastrés, mais le milieu, lui, a fait sa connaissance en 97, à l'âge de 27 ans, où tu as gagné le prix de la nouvelle de la revue XYZ. Oui. Incroyable, on va en reparler. Oui. Pour un texte qui s'appelait Catacombes. Oui. Maintenant, tu es à la tête de la plus grande revue littéraire au Québec, Lettres québécoises, qui n'est pas rien. Véritable touche-à-tout dans le domaine des idées. Oui. Elle est souvent invitée dans les médias pour parler de livres, pour réfléchir à voix haute et toujours pour nous donner sa petite trouvaille littéraire. Cette médiatrice culturelle a vécu sur les 2 continents et peut donc rappeler aux Français que le Québec n'est pas qu'une caricature, mais aussi rappeler aux Québécois qu'on n'est pas si ouvert qu'on le pense. C'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi un léger complexe, je dois l'avouer, de l'imposteur, que je reçois Mélika Abdelmoumen. Allô, Myriam, pas de complexe avec moi. Surtout pas toi. Léger complexe parce que pour l'entrevue, je me suis baignée dans ton univers et tu as plusieurs chapeaux, dont celui d'intervieweuse. Hein. Tu rencontres beaucoup d'auteurs dans le cadre de ton parcours. Puis, je te trouve très, très, très préparée. Tu arrives souvent avec des citations. Moi, j'ai apporté les livres, mais c'est juste pour montrer que je te lis un peu. Mais je te trouve très, très, très préparée dans tes entrevues. C'est important pour toi? C'est-à-dire que je pense que ça, pour le coup, ça vient probablement peut-être de la formation universitaire, où j'ai réussi ma formation universitaire, même si j'aime pas l'université parce que j'avais ça dans mon tempérament. Mais oui, j'ai un côté obsessionnel. Puis c'est une blague, d'ailleurs, comme mon chum me fait souvent, parce que, par exemple, au dernier Salon du livre de Montréal, j'ai interviewé 6 auteurs. J'avais lu l'œuvre entière des 6. Pas très payant. Et non, puis surtout, ça prend un temps fou. Puis je suis sortie du Salon du livre sur les genoux. Donc, mon chum me dit, tu sais, peut-être que tu peux en prendre moins que 6, ou peut-être que tu n'es pas obligé de lire toute l'œuvre, mais ça, je peux pas ne pas lire toute l'œuvre si je fais un long entretien, ou en tout cas une grosse partie. Et puis, c'est un côté aussi... je suis comme ça, quand j'entre dans l'œuvre de quelqu'un, tu vois, il y a des cas problématiques, parce que je me dis, un jour, j'aimerais bien me pencher plus sur le travail de Patrick Sénécal. Il y en a écrit combien, Patrick Sénécal? 47? Près d'une cinquantaine, Oui, c'est ça. Il va falloir que je prenne comme tu sais, que je prenne un genre de congé de maternité, mais sans maternité, pour lire Patrick Sénécal. D'ailleurs, vous avez commencé à peu près en même temps, je me trompe pas? Je sais pas en quelle année a commencé Patrick. Moi, mon premier livre, je pense, c'était 90... XYZ, c'est 97. Et je pense que le premier roman, c'était soit 98 ou 99. Là, j'ai un doute tout à coup. Oui, je l'ai Chair pas. d'assaut. Je l'ai pas avec 99, Chair d'assaut. Je l'ai C'est ça, pas il est avec très moi. dur à trouver. Peut-être que je l'ai chez moi, je te le passerai. Mais oui. C'était un roman policier. C'est par là que j'ai commencé, en fait. Oui, C'est un roman. polar, Mais en fait, j'ai le titre, Chair d'assaut. C'est très compliqué. En fait, au début, ça s'appelait Le Tank, parce que c'est la narratrice qui s'appelle Rebecca. Dit ça à un moment donné, elle parle d'elle-même comme un tank. C'est une espèce de femme torturée, une jeune femme torturée, fermée comme une huître, puis qui tombe amoureuse d'un gars qui, malheureusement, on apprend sa mort au début du livre, mais c'est la première fois qu'elle a essayé de s'ouvrir à quelqu'un. Bon, tout ça, c'est un peu classique quand on y pense. Hein, bon, j'avais 25 ans. Et donc ça s'appelait Le Tank, et chez la maison d'édition qui s'appelait Trait d'Union, il y avait 2 livres qui sortaient en même temps, et donc l'autre s'appelait La Tour, et qui avait été comme signé, entre guillemets, avant moi. Et donc, La Tour et Le Tank, ça faisait un peu bizarre. Donc, le char d'assaut, la chair d'assaut, c'est ça qui m'a été proposé. Mais je ne sais plus qui a eu l'idée. C'est peut-être André Anacopoulos. Je ne sais plus. Mais c'était pas mon idée à moi. Puis j'ai dit, pourquoi pas. Puis bon, c'était mon premier livre. J'étais tellement excitée d'être publiée que j'acceptais un peu de tout ce qu'on me proposait. C'est un beau titre qui fait écho aussi à ce que tu as fait, surtout avec Nelly, beaucoup. Oui, c'est vrai. C'était ton premier livre. Oui. Te rappelles-tu médiatiquement, comment ça avait été reçu? Ça avait très bien marché. Après, je ne sais pas pour les ventes... je me rappelle pas, puis il y avait eu tout un imbroglio autour la maison d'édition a fait faillite pas longtemps après. Mais j'avais eu le prix du Saguenay, du Salon du livre du Saguenay de la première œuvre. J'avais eu Réginald Martel qui m'avait donné 4 étoiles. Oui. Bref, ça avait eu quand même une très, très bonne réception.
Oui, Ouais, ça avait été un bon début, là. En fait, ce que j'ai remarqué, parce que je ne peux pas enlever mon œil de relationniste de presse, alors j'ai un peu pris l'entretien sous la lorgnette des médias, C'est de ton super parcours intéressant parce que tu sais que médiatique. c'est un peu de ça que mon prochain livre va parler. C'est vrai? Mon prochain essai autour de la question des médias, mais on en parlera Ah, après. Là, mais je ne vais pas te oui, on couper, va faire mais un c'est drôle parce part que two. je suis dans cette réflexion-là. Je t'interviewerai peut-être. Ah, c'est très intéressant parce que je Oui. vais te dire quelque chose. Moi, je te connais depuis ce livre-là, Oui. 2013, personnellement. Oui. Je t'ai connue un peu avant, en 2009, avec... Miroir, non? C'était Miroir? non, en fait, oui, c'était avec Miroir qui était publié, Oui, qui était un c'est ça. collectif C'est publié ça, aux chez éditions VLB. VLB. Oui. Mais on s'est très, très peu Oui. parlé. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à aller voir. Moi, je te connais de 2013 à maintenant. J'ai lu ce que tu as fait, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à retracer ton parcours puis à remarquer à quel point on oublie rapidement. À quel point tu as été une sensation littéraire à ton Au tout début, oui. Au tout début, ben, je ne sais pas si c'est une sensation, mais en tout cas, il y avait vraiment comme une place. J'avais une place, puis je me souviens c'était l'époque bénie où il y avait des émissions de télé consacrées à la littérature. Donc, il y avait une émission de Jean Fugère et Daniel Lorrain. Ouais. Qui était super intéressante à Vous m'en Télé-Québec. lirez dans, c'est Peut-être ça? que c'est ça, je suis plus certaine. Il y en a tellement, avec des jeux de mots. Mais il y avait, oui, il y avait Jamais sans mon livre. Oui. Ça, c'était Marie-Louise Arsenault, Sylvain Aude et Maxime-Olivier Moutier, où je suis allée plusieurs fois. Et donc, il y avait cette émission de Jean Fugère et Daniel Lorrain qui était vraiment bien, mais c'est bête, le titre m'échappe. Donc, j'étais allée là, puis moi, j'ai l'impression que c'était moins saturé à l'époque. Et surtout, tu pouvais avoir... Il me semble que Jamais sans mon livre, ça durait comme 1h30. 1h30 de télé sur la littérature, c'est quand même... Puis personne s'ennuyait, là. Il y avait une place pour ça. L'émission de Jean Fugère et Daniel Lorrain, pareil. Donc, il y avait ça, il y avait Le Devoir, il y avait Le Voir, qui était quand même quelque chose de vraiment spécial aussi. Donc, l'espace pour la littérature était beaucoup moins rétréci. J'ai l'impression que c'était moins saturé. L'espace littéraire était moins saturé. Puis, on dirait que c'était comme plus... J'ai l'impression que ça a été facile, le début. Après, il y a eu le milieu, parce que là, quand on est un jeune auteur ou un primo-romancier ou une primo-romancière, ça intéresse beaucoup les gens. Il y a tout un battage médiatique autour de ça. Puis après, on entre dans une zone d'ombre un peu, là, où on est entre deux, où là, c'est plus difficile de garder sa place. Et là, moi, j'ai eu le sentiment que c'était plus... je luttais beaucoup plus à partir de ce moment-là. Et ensuite, je suis partie en France pendant 10 ans, mais je continuais à publier ici. Je ne trouvais pas d'éditeur là-bas. C'était très compliqué de trouver une place là-bas en tant que Québécoise avec un nom arabe parce que je ne comprenais pas dans quelle case me mettre. Et la littérature n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui, la littérature québécoise. Hein? En France, tu veux en France. Hein? Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu à l'époque, là. La littérature québécoise, c'était un peu... fallait que ce soit folklorique, fallait que ça représente au Québec, le Québec que les Français aiment aimer. Aimer, parce que je vois vraiment une différence maintenant. Puis là, notamment, maintenant, je suis chez Mémoire d'Encrier qui vend aussi les livres en France. Donc, étonnamment, j'ai enfin réussi à me faire une petite place comme littéraire en France, mais une fois que je l'ai quitté, c'est comme ça des fois la vie. Mais je vois vraiment une ouverture, non seulement au Québec, mais au Québec dans sa vraie diversité et dans sa complexité. Donc ça, parce qu'à l'époque où j'y vivais, j'avais lancé avec Marie-Noël Blais, qui est maintenant aux éditions du Quartz, une association qui s'appelait Cousins de personnes. On avait fait un webzine, puis on faisait écrire des écrivains québécois, plein qui sont devenus des amis depuis. Qui était un webzine qui n'existe plus. Il n'existe plus. Après, moi, j'ai quitté à un moment donné. Marie-Noël en a fait un magazine papier pendant un certain temps. Puis après ça, elle est revenue au Québec. Ça a continué un peu, mais j'imagine que l'enjeu devait plus être le même pour elle parce que Cousins de personnes, c'était un peu un pied de nez aux Français. Si on n'est pas vos cousins, on est nous. Et voici. Et on avait des gens comme Patrice Lessard, Nicolas Chalifour, Éric Plamondon. C'était une revue de création. C'était une revue où il y avait de la création, il y avait des articles. Je me souviens, j'avais fait une analyse de la trilogie
d'Éric Plamondon, justement. Il y avait, comment il s'appelle? Ça, j'ai fait... Excuse-moi de t'interrompre. Jean-René Jean-Simon Desrochers, Ah oui! qui avait écrit un genre de texte expérimental. Bref, c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment pour sortir la France de son... Déjà, distribuer des livres édités au Québec, en France, c'était impossible. Se faire racheter les droits, c'était à condition de se plier à toutes sortes de trucs pour être plus comme on veut, comme ils veulent qu'on soit. Puis tout ça a vraiment, vraiment énormément changé, là. Oui. Parce que ça, c'était de Cousin de personne. Ça devait être vers 2012 qu'on a lancé ça. Donc, ça fait plus que 10 ans. Ouais. On a fait un gros step dans ta carrière. Ouais. Mais tout ça pour dire que vraiment, tu étais la sensation. Puis, en fait, je vais faire un lien avec ce que tu viens de dire. Tu as su garder ce pied à terre à Montréal dans le milieu littéraire malgré la distance. Oui. Ça, c'est quelque chose quand même de... Ça me tenait en vie parce que les années en France ont été professionnellement calamiteuses. C'était le désert, c'était horrible. Il y a même un moment où j'avais soumis mon dossier pour être dans un jury bénévole et j'avais été refusée. Puis je me rappelle, j'avais dit à Philippe, donc mon chum, même bénévolement, ils veulent pas de moi. C'était dur, là. C'était vraiment infernal. Puis j'étais très en colère aussi. En plus, bon, j'ai le tempérament que j'ai, donc le côté franco-centré, le côté on est le centre du monde, nous, on n'a pas d'accent, tous les autres ont un accent. Bon, tout ça, là, tout ça m'agaçait et puis je me gênais pas pour le dire. Donc peut-être que je me suis pas aidée, mais... Est-ce que tu as commencé à affirmer un peu les choses en France? Ah oui, très vite. Ben, quand on a fait Cousin de personne, déjà, dans les rencontres, dans un blog, j'avais un blog, mais qui n'était pas du tout sur le fait que j'étais québécoise, qui était sur les familles roms que j'aidais, que j'essayais d'aider quand je vivais là-bas. Et donc, j'étais grande gueule. Mais ça, je l'ai toujours été. Puis c'est pas grande gueule dans le sens où je suis une fille qui est pas timide et qui est sûre d'elle. En fait, c'est le contraire. Je suis hyper complexée, je suis hyper timide, ça m'en prend beaucoup. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser comme je pense. Puis là, je me rends compte qu'avec l'âge, je vais avoir 52 ans, c'est pareil. Je pense toujours en dehors des cases, malgré moi. Souvent, ça m'ennuie, mais finalement, j'ai décidé, comme on dit, d'embrasser ça et de l'assumer. Puis j'ai fini par faire mon chemin. Mais il y a eu des périodes creuses. Souvent, ça te nuit. Oui. Comment ça peut nuire de... Parce que moi, j'ai l'impression que les gens qui commencent à dire, à partir d'un certain âge, là, j'ai la quarantaine, début quarantaine, à partir du moment où on s'assume un peu plus, où on commence à dire les choses, il y a les gens qui sortent et qui font « Ben oui, t'as raison, let's go. » Bien, on se rend compte qu'on est moins seul qu'on pensait, mais aussi, on se rend compte, ben moi, je sais que j'ai jamais, même quand j'avais 15 ans, j'ai jamais fait l'unanimité. Puis ça a toujours été une grande souffrance. Longtemps, parce que là, ça ne l'est plus du tout. Ça a longtemps été une grande souffrance. Moi, je voulais plaire à tout le monde. Je voulais que tout le monde m'aime. J'étais vraiment une adolescente puis une jeune femme très complexée. Puis là, je suis encore une femme très complexée, mais en même temps, je m'aime mieux, je m'aime plus comme je suis. Je sais pas, ben, tu sais, c'est l'âge, je pense, qui fait ça aussi, là, d'une certaine manière. J'ai parcouru le dégoût du ça, c'en est-tu? Y en a-tu une jeune femme complexée là-dedans qui est malheureuse puis qui s'aime pas? Mais oui. C'était moi, ça. C'est fou, hein? J'étais, mais même aujourd'hui, je pense que, bon, ça, c'est personnel à moi, mais je pense qu'on est énormément de femmes et sans doute d'hommes notre rapport à notre corps puis à la perfection du corps telle qu'elle est représentée aujourd'hui, qui est quelque chose d'un peu inhumain ou en tout cas exceptionnel. Ça, je l'ai toujours. Ça va jamais partir, je pense. Mais là, à cette époque-là, c'était vraiment... Est-ce que tu te rappelles de l'année de parution de Dégo? Ça devait être 2001. 2001. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qui est sorti en même temps? Ben c'est pas putain, oui. C'est putain. Oui. C'est très drôle parce que je me rappelle, Nelly et moi, on a été très amies, comme tu le sais, mais on s'aimait pas au début. Donc, Putain est sortie. Elle avait toute l'attention. Il n'y en avait que pour elle. Et là, les gens découvraient l'autofiction comme, tu sais, ils pensaient qu'ils avaient inventé le bouton à 4 trous. Les médias, là, des fois, ils m'énervent un peu quand ils sont tous obsédés par la même chose. Oui. On pourra en parler aussi, absolument. Mais j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et donc là, c'était obsessionnel à son sujet. C'était, elle a inventé l'autofiction. Personne n'a jamais fait ça avant elle, alors qu'on était plusieurs. Il y avait moi, il y avait Marie-Cécile Labrèche. Il y avait, j'oublie une autre personne. Il y avait Moutier aussi à l'époque. Oui, il y avait Maxime-Olivier Moutier bien avant. On était nombreux à avoir commencé dans les années 90. Moi, je faisais mon doctorat sur l'autofiction. Donc, j'appréciais moyennement là, qu'elle prenne toute la place comme ça. Puis, en plus, elle s'en fichait un peu, elle, de la théorie sur l'autofiction. Elle écrivait ce qu'elle avait le besoin d'écrire.
besoin viscéral d'écrire, c'était hyper... elle était très lucide et très capable d'intellectualiser ce qu'elle écrivait, mais ça, personne ne lui en parlait jamais, personne ne lui demandait jamais ça. Bref, donc gros malentendu. Puis on s'est retrouvés une fois dans une table ronde ou un événement ensemble où on s'était très peu parlé, mais il me semble qu'elle avait eu des paroles gentilles pour moi, mais on était toutes les deux... maintenant que je l'ai mieux connue, je sais qu'on était toutes les deux ultra complexées et mal à l'aise. Mais bref, je voulais pas lire putain, moi. Oui, j'ai Ça entendu m'énervait ça. d'avance. En fait, j'ai entendu ta chronique Chez Franco Nouveau. Franco Nouveau parler Ouais. de folle. Moi, je l'ai pas Ouais. folle. C'est vraiment putain Oui. qui est arrivé sur ma table de chevet. Mais c'est inévitable. Mélika, je ne peux pas faire de lien. Ben, on Vous était êtes faites pour issus, se rencontrer. les deux. Toi, tu es de l'Université de Montréal. Elle était de l'UQAM, je crois. UQAM, oui, elle a Donc, fait sa maîtrise à l'UQAM, si je me souviens bien. Oui. Et puis, il a fallu que tu écrives sur elle pour un peu t'enlever cette... Ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je ne l'ai pas lue pendant longtemps. Je ne voulais pas la lire. Je la boudais. Je boudais. Souvent, quand il y a des phénomènes comme ça, maintenant, je boude plus parce que je suis moins ado dans ma tête, mais j'attends. Par exemple, je sais pas, juste pour donner un exemple, le livre d'Éric Chacour, je l'ai lu il y a 3 semaines. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Je devais le rencontrer pour une table ronde et donc j'ai dû le lire, mais je l'avais mis de côté puis j'attendais que la folie passe. Ouais. Et surtout, en tant que rédactrice de Lettres québécoises, j'essaie de lire ceux dont personne parle. Parce que ceux dont tout le monde parle déjà, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, j'essaie de lire autre chose. Et donc, tout ça pour dire que j'étais pas rédactrice de Lettres québécoises à l'époque, mais j'avais déjà cette réticence avec les lubies médiatiques. Puis c'est seulement au moment quelques temps après l'apparition de Folle, j'étais à l'aéroport, je m'en allais vivre en France. J'étais terrorisée. J'étais à la boutique de l'aéroport. Et parmi les livres qui étaient en vente là, qui sont beaucoup de la cochonnerie en général, il y avait Folle. Et puis, je me suis dit, ah oui, elle a fait un autre livre. Elle a persévéré. Donc, déjà, OK. Puis, je me suis dit, allez, je lis. C'était déjà là. Je lis. Et là, j'ai lu Folle ma première nuit à Paris. Je faisais de l'insomnie, j'étais terrifiée. Je me demandais dans quoi je m'étais embarquée d'aller vivre dans un autre pays. Moi, j'étais la fille qui avait peur d'aller au chalet des gens. Là, je déménageais dans un autre pays. Et je l'ai dévoré. Et puis, c'est vraiment drôle parce que je me souviens clairement avoir lu ça. Bien, déjà, j'ai trouvé que c'était une des choses les mieux écrites que j'avais lues de ma vie, qu'elle avait un style extraordinaire, qu'elle était d'une intelligence incroyable. Et puis, je sais pas, j'arrive pas à le formuler autrement. Puis depuis des années, je le dis de la même façon. J'ai lu ça et j'ai su que la personne qui avait écrit ça était une personne bonne. Foncièrement Oui, bonne. j'ai su que c'était quelqu'un de bien qui avait écrit ça. Surtout. Puis blessée, sans doute, très critique face à la société, très écorchée, mais suprêmement intelligente. Puis surtout, j'étais sûre que c'était une personne bonne et gentille. Et incomprise, surtout, là, j'ai compris que personne... Pas que personne n'avait compris ce qu'elle faisait, mais qu'il y avait un énorme malentendu médiatique, puis d'une force, en plus, sur 2 pays, dont la France et le Québec. Et donc là, j'ai décidé d'écrire sur... Parce que dans Folle, elle raconte ce malentendu-là. Elle raconte ce que c'est d'être devenue célèbre à cause de putain. Elle raconte le mal que ça fait. Elle raconte tout ça. L'analyse médiatique dans Folle est brillante. L'analyse des rapports Québec-France, tout ça. Et donc, j'ai écrit là-dessus. Et quelques années après, j'ai sorti Alia. Il y a Alia qui est sorti. Oui, j'ai qui est en 2006, c'est ça. Je vivais en France à l'époque. Et là, je suis en vacances à Montréal avec... Claudia Larochelle, que tu connais bien. Je suis dans un repas avec Claudia Larochelle et Stanley Péan. Et là, j'apprends que Nelly Arcan, donc me rend l'appareil d'une certaine manière, et qu'elle me déteste. Et qu'elle dit à tout le monde qu'elle me déteste. Et puis, qu'est-ce que je fais là à sortir ce livre-là? Et je comprends pas pourquoi. Puis là, on discute. Et puis, c'est vrai, mon directeur de thèse, Gilles Dupuis, était au même repas. Et Gilles dit, c'est quand même incroyable. Si elle savait ce que Mélika a écrit sur elle, elle aurait honte. Et Claudia dit, ah bon? Je dis, ouais, j'ai fait je pense que c'était une analyse de 25 pages de Folle. Je suis la première universitaire à avoir écrit sur elle et ça a tout pris. J'avais Gilles Dupuis, mon directeur de thèse, était le plus ouvert d'esprit de tous et lui m'a même poussé, quand je lui ai dit ce que je voulais faire, il m'a même poussé à écrire sur elle. C'est dans un recueil universitaire sur le roman québécois de cette année-là, je pense 2004 ou 2005. Et je m'étais vraiment battue pour avoir le droit d'écrire sur elle et là, elle me détestait. Là, j'étais pas contente. Et donc, Claudia Larochelle lui a donné mon article et on s'est vu à Lyon. Quelques mois après, elle est venue dans un colloque où il y avait plein de Québécois qui étaient envoyés à Lyon et elle est venue me voir.
Puis elle m'a dit, Mélika, il y a un malentendu entre nous, je voudrais m'excuser. J'ai lu ton article, personne ne m'a jamais comprise comme ça. Blablabla. Et on est devenus très amis. Mais ce qui s'était passé, en fait, c'est qu'elle avait vu, faisait partie d'un jury pour attribuer des bourses, pour des demandes des demandes de bourses d'écriture au Conseil des arts, je ne sais pas lequel. Elle avait vu mon dossier et dans mon CV, il y avait un article apparaître sur Nelly Arcan dans les presses universitaires de je ne sais pas trop quoi. Et elle s'est dit, une universitaire va me démolir. Parce que les Elle avait universitaires peur. la méprisaient. Ouais. Donc, elle était fâchée contre moi d'avance. Elle pensait que j'allais la traiter comme les universitaires la traitaient à l'époque, parce que les gens riaient d'elle. Mhm. Puis ça me fâche. Ben, ça me fâche. Je suis contente parce que les jeunes générations, grâce à ça, la lisent, mais d'un certain côté, je suis un petit peu amère parce que je trouve que c'est trop tard. Elle n'a pas vu la reconnaissance Non, elle l'a pas des vu, intellectuels. mais... Non, elle l'a pas vu. Mais de Ouais. toute façon, je pense que quand on écrit, c'est plus tard qu'on Oui, devient mais disons que là, littéraire. c'était tellement trop méprisant, puis c'était tellement... Ouais. Genre, la même chose se passe avec quelqu'un comme Michel Jean, quand les milieux, dans leur entre-soi, décident Michel Jean, son statut est en train de changer, mais c'est quelqu'un qui était snobé. Son éditrice, pareil, Joanne Gay, qui a quand même eu le prix Fleury-Messplay il y a quelques années, qui est une des grandes pionnières de l'édition au Québec, bon, qui a fait plus du roman populaire, comme on dit, mais roman populaire... chez les universitaires et les intellectuels, ça a un sens péjoratif, mais un roman qui est populaire, donc qui vend beaucoup, il peut être populaire et vendre beaucoup parce qu'il a été écrit de cette façon-là puis pensé de cette façon-là, mais il peut aussi être populaire et bien se vendre sans que l'auteur ait pensé du tout à ça au moment où il a écrit. Oui, exact. C'est juste qu'il ne faut pas le dire. Oui, parce que malheureusement, dans le milieu, on le sent encore. Il y a un clivage Oui. entre ces éditeurs plutôt grand public Oui, et oui. les petites maisons, Ouais. souvent, qui sont beaucoup plus Mais littéraires. qui aimeraient ça avoir un gros Un succès. gros, qui cherchent à chaque année Parce le qu'il gros faut qu'ils succès. gagnent leur vie. Donc, c'est toujours contradictoire. Mais disons que moi, assez rapidement, tu vois, là, déjà à l'université, mais même avant ça, j'ai fait ma maîtrise sur George Sand, qui était snobé par les gens du 19e, parce que c'est Balzac, puis c'était les gars, c'était pas George Sand. Donc, je me rappellerai toute ma vie d'un colloque Sand et Balzac, là, où j'avais comme j'étais étudiante, j'avais aidé ma directrice de thèse, Jeanne Goldin, maîtrise, pardon, à l'organisation. Puis là, il y avait les Balzaciens puis les Sandiens. En général, les Sandiens, c'était des femmes, les Balzaciens, c'était des hommes. Puis les Balzaciens regardaient les Sandiens de haut. Donc Il y a déjà, toujours c'était eu ça. ce Après, j'ai clivage. voulu faire ma thèse sur l'autofiction, qui était un genre complètement décrié à l'époque. Après ça, il y a eu une grosse mode, mais ça a été longtemps complètement décrié. Puis je voulais le faire sur Serge Dubrovski, qui à l'époque Ah. était encore vivant. Il fallait faire nos doctorats sur des gens qui étaient morts depuis longtemps, de préférence, pas sur des gens vivants. Donc ça a toujours été comme ça. Ça m'intéresse, ça, Dubrovski. Comment tu le perçois maintenant? Ah, Post-MeToo? Dubrovski, tu sais, Dubrovski, lui, il tombait amoureux avec des femmes plus jeunes, puis il passait des années avec elles. Donc, c'était pas, comment dire, c'était pas, à ma connaissance, des flings, comment dire, des nuits ou des fréquentations éphémères. Elles sont toutes devenues sa femme pendant des années. Elles étaient en général plus jeunes que lui. Mais sa dernière femme que j'ai bien connue, Elisabeth, je pense qu'Elisabeth, elle doit avoir Attends. une Tu soixantaine as bien d'années. connu la femme de Dubrovski. C'est-à-dire que je l'ai rencontré, j'ai fini par le rencontrer, Serge Dubrovski. Oh! En fait, Serge Dubrovski, j'ai commencé à lire, donc c'est lui qui a inventé le mot autofiction, et que c'est un peu comme Nelly dans Folle, il réfléchit sur ce que c'est d'écrire de l'autofiction dans ses autofictions. Puis notamment, il y a un livre qui a gagné un prix, le livre brisé qui a gagné le prix Médicis, puis dans les livres suivants, il parle de ce que c'est que d'avoir gagné un prix, comment t'es perçu. Donc Serge Dubrovski, il me semble qu'il est né en 28, il est mort, ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Serge Dubrovski, oui, autofiction, il invente le mot autofiction. Et il était, lui, juif, forcé de se cacher, de porter l'étoile jaune pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le traumatisme qui est au cœur de tous ses livres. Et donc, j'ai lu ça. Donc, il y avait évidemment toute cette question-là de l'antisémitisme, du racisme. Sa dernière épouse, donc Elisabeth, était arménienne de Turquie, donc elle-même dans un groupe stigmatisé, tout ça. Et il raconte ça dans tous ses livres. Il parle de ce que c'est que d'écrire, ce que c'est que lire, ce que c'est que la réception médiatique. Et moi, j'ai tellement aimé ses livres qu'un jour, donc c'est au moment où j'écrivais Alia, j'ai commencé à faire ma thèse. Au début, je ne savais pas que ça serait exclusivement sur lui, mais je savais qu'il allait en faire partie.
Et je lui ai écrit pour lui dire, je m'appelle Mélika, je vis au Canada, au Québec, j'ai 25 ans. Vous avez changé ma vie. Je suis en train d'écrire un livre qui est beaucoup inspiré, que j'aurais jamais été capable d'écrire sans vous. Puis juste, je vous envoie le manuscrit juste pour... Pas pour le soumettre à Grasset, là, juste parce que j'ai écrit chez Grasset, juste pour vous montrer. Et là, d'abord, je reçois une lettre de Grasset. Nous avons refusé votre manuscrit, alors que je leur avais rien demandé. Donc là, Ah, parce que lui, il a refilé non, ton c'est-à-dire manuscrit? que Grasset a reçu un manuscrit, a ouvert l'enveloppe, puis il l'a soumis. Il n'a pas lu la lettre OK. où je disais c'est un courrier personnel pour Serge Dubrovski. C'est pas un manuscrit Donc, que ils je l'ont vous soumets. refusé avant Ils n'ont même pas que tu le transmis ma proposes. lettre. Je n'avais pas l'intention de le proposer du tout. Je pensais même pas que c'était une possibilité de proposer en France. Et surtout, moi, je leur demandais de transmettre à Serge Dubrovski en disant ce n'est pas une soumission de manuscrit. Et donc là, je me suis énervée. Donc, je leur ai écrit pour leur dire vous avez ouvert une enveloppe où c'était marqué personnel. Je vous demandais de transmettre l'enveloppe dans l'enveloppe, puis tout ça. Donc, ils se sont excusés. Je l'ai renvoyé. Dubrovski l'a reçu et là, il m'a écrit. Wow! Puis les premiers mots de sa lettre, c'est « Cher ami, je ne vois pas comment je pourrais vous appeler autrement. » Ben, Et là, voyons. pendant des années, on s'écrivait. Moi, j'étais à Montréal, j'ai encore ses lettres. Et finalement, quand je suis allée vivre en France, on s'est rencontrés. J'ai fini ma thèse. Et là, ma thèse a été publiée aux presses universitaires de Lyon. On l'a comme détaisé pour que ça ressemble plus à un essai. Déjà, ça y ressemblait pas tant à une thèse, mais il restait pas tant que ça à enlever. Il l'a lu. Et donc, dans le livre qui est devenu ma thèse, il y a un chapitre de moi sur un de ses livres, puis un entretien entre lui et moi sur le chapitre qu'on vient de lire parce qu'on était souvent en désaccord. Je lisais pas ses livres de la même façon que lui. Oh, ça, c'est intéressant parce que Puis ça, lui adorait ça. ça veut dire que qu'on tu avais une discute. relation. Oui, c'est ça. Oui, Tu avais j'avais- une oui, oui, relation oui, où tu pouvais oui, sincèrement oui. lui dire tel. Ben, je lui disais, moi, j'ai reçu votre livre parce que mon livre, c'est sur... Dans chacun de ces romans, il y en a trois successives ou quatre pendant toutes les années. Une épouse ou une compagne qui est aussi sa lectrice, qui réagit à ce qu'il écrit, puis il écrit sur elle et elle réagit à ce qu'il écrit sur elle. Et j'ai parlé, ça s'appelle l'école des lectrices, comme l'école des femmes, parce que c'est un grand lecteur de l'école des femmes, Dubrovski. Puis c'est Dubrovski est la dialectique de l'écrivain. Parce que ce qui est super passionnant, c'est que lui a écrit, il est connu, Dubrovski, en tant que professeur et analyste, pour avoir écrit un livre sur Corneille, qui s'appelle Corneille et la dialectique du héros. Puis il parle du héros Mon Dieu, tu vois, là, tu cornélien. me perds. Ah, ben, tu vois, me c'est-à-dire perds. que la dialectique, moi, je ne savais pas ce que c'était, hein? Mais c'est vraiment l'espèce d'opposition, d'oscillement, opposition entre deux contraires pour dépasser le paradoxe et la contradiction. En gros, c'est Ah, ça. OK. Mais moi, j'y connaissais rien, je comprenais rien. Et là, je lis Corneille et la dialectique du héros vers la fin de mon parcours de thèse où j'avais toujours pas trouvé mon angle. Et là, je me rends compte que dans ces livres, c'est le même combat, parce que là, c'est la dialectique du maître et de l'esclave qui vient de la philosophie, puis que moi, j'ai lu dans une version un peu la dialectique pour les nuls. Là. C'est OK. Alexandre Kojève, un professeur qui a écrit un livre pour faire comprendre aux gens comme moi qui sont pas très à l'aise avec la philosophie et l'abstraction. Donc là, j'ai compris et j'ai lu Dubrovski et le combat entre son héros, le héros de Corneille et le destin pour surmonter le destin, tout ça, ça ressemblait à la relation entre Dubrovski et ses femmes, qui étaient aussi ses lectrices et ses personnages. Donc, c'est comme un combat entre l'auteur et la lectrice qui allait prendre le contrôle. C'est ça qui est mis en scène dans chacun de ses livres. Oh là là. Chacun de ses livres. Ouais. Puis après, d'un livre à l'autre, donc il raconte son histoire avec Rachel, mettons. Puis après ça, on apprend dans le livre d'après, Rachel s'est rebiffée. Là. Elle s'appelle pas vraiment Rachel, mais la vraie. Et son livre, ça c'est vraiment passionnant, son livre le plus connu qui s'appelle Le Livre brisé. Donc, à un moment donné, il a été marié pendant des années avec une Allemande. Donc, lui, juif, elle, allemande. Histoire d'amour super compliquée. Et il commence à écrire le jour de la libération. C'est l'anniversaire de la libération, le 8 mai. Puis il parle de son rapport à sa judéité puis de son traumatisme. On a tout le début. Il va aux cérémonies à Paris, tout ça. Et là, le livre s'arrête. Et là, c'est sa femme, Ilse, qui lui dit « C'est pas bon ce que tu as écrit. Ça intéresse personne, tes histoires. Je veux que tu racontes... Je veux que tu parles de moi. » Je veux que tu écrives notre histoire. Je veux que tu écrives sur moi. Puis il dit, mais oui, mais moi, si je commence à écrire notre histoire, je vais parler des mauvais côtés. Tu me connais, je vais parler des trucs laids, je vais parler... Elle dit, ben c'est pas grave, chaque chapitre que tu écriras, tu me le soumettras. Et donc, pendant tout le livre, il écrit un chapitre sur leur histoire commune qui est vraiment, vraiment orageuse. Elle réagit, il note ses réactions jusqu'au moment où elle lui dit, je veux que tu parles de mes problèmes d'alcool. Il le fait, puis on la trouve morte avec le chapitre.
sur son alcoolisme. Elle s'est saoulée à mort Ouais. chez elle. Et donc là, la deuxième moitié du livre, c'est comment est-ce que d'écrire leur histoire et d'écrire de l'autofiction a tué son personnage. Parce que sa femme est vraiment morte, Oui, en pour lisant vrai, son à manuscrit. Dubrovski. Ouais. Donc, la deuxième moitié, c'est pour ça que c'est le livre brisé. Le livre se brise. Ils continuent à raconter leur histoire, mais ils racontent aussi comment... Est-ce que la littérature l'a tué? Donc, ce livre-là, c'est le livre qui l'a fait connaître. Fait que tu vois, c'est des questions Aïe, aïe, aïe. fascinantes. Donc, Mais- moi, je voulais faire mon doctorat là-dessus. Oui, mais tu l'as rencontré Et je l'ai fait. comme... Là, il t'a répondu. Oui, il m'a répondu. On a eu une correspondance. Puis quand je suis allée en France, je pense que la première fois, on est allé dans un colloque sur l'autofiction. On s'est rencontrés là. Puis ensuite, ben, j'étais à Lyon. Il était à Paris. Je suis déjà allée manger chez lui. Donc, à l'époque, ben, sa dernière femme, qui s'appelle Elisabeth, dont il parle dans son tout dernier livre, qui est une femme extraordinaire, faisait donc de la nourriture turque et arménienne. On faisait des repas Oh. extraordinaires avec mon mari, Wow. qui était là aussi. Puis oui, c'est comme devenu une sorte d'ami, je pense. Ouais. Formidable. Mais c'était comme le grand-père que j'ai pas eu, parce que mon grand-père est mort avant que je naisse, du côté maternel et La du côté figure paternel. de C'était grand-parent. comme un grand-père Ouais, je comprends. qui est un brillant, immense écrivain, puis en même temps un grand professeur. Incroyable. Ouais, Mais donc le cas, c'est ton ça. parcours est Il y a incroyable. beaucoup de bifurcations. Mais tu sais c'est que ça. toi aussi, tu as eu un scandale dans ta vie littéraire. T'en as-tu Je me eu rappelle plusieurs? plus. Je ne J'ai-tu sais un pas. scandale? Mais je vais te lire un article OK, qui a été 2004. Qu'est-ce que tu as écrit en 2004? Te rappelles-tu? En 2004, c'était-tu Alia? Ah, le dégoût du bonheur. Ou c'était le dégoût? Je pense que c'était sur le C'est-tu dégoût. Réginald Martel? On Non, est à pas... la presse, ouais. le 25 avril 2004, le livre. Je te lis un article de Victor Lévy-Beaulieu. Quand souffle le Mistral, ça dit-tu quelque chose? Attends, c'est une histoire où les jeunes, ils blâmaient les jeunes. Exact. Il n'y avait pas assez de grand-père dans la littérature. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Oui, j'ai envie de te Oui, parler de ça. mon Écoute, Dieu, c'est un j'avais oublié. article 25 avril 2004, Victor Lévy-Beaulieu, quand souffle le Mistral. Il répond à un échange de lettres ouvertes sur justement le rôle du jeune acteur dans son écosystème. Auteur. Auteur dans son écosystème. La job du polémiste, c'est de frapper sur le bon clou et de taper assez fort pour qu'on en prenne acte. Les nombreuses réactions suscitées par mon article de février dernier sur les jeunes romanciers québécois disent bien que je ne me suis pas trompée sur l'essentiel. La nouvelle littérature est celle de grands adolescents dont les pères sont manquants et les mères manquées. Là, il est quand même très Oui, dur. c'est vrai, je me rappelle de ça. Je suis sans doute un vieux schnock, mais je ne crois pas au salut individuel, surtout quand on le propulse vers la spiritualité ou de pacotille. Le progrès et l'assomption de l'homme et l'assomption de l'homme, ne peuvent être que collectifs, d'où la nécessité d'une État-nation. En fait, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y en a un peu ras le cul de ces auteurs qui parlent d'eux-mêmes et qui sont un peu jeunes. Ben, c'était l'autofiction, c'était la mode de l'autofiction, puis ça Exact. l'énervait. Il parle à ces jeunes éditeurs. Je souhaite à ces jeunes éditeurs de préserver leur enthousiasme. Tant d'autres virent le casque. Je le quand après rassure, avoir mon compris- enthousiasme est préservé et celui de beaucoup des gens de cette gang-là. Eh Parce oui. qu'il y avait Marie-Hélène Poitras, je pense, parmi les personnes... Alors, ce qui est drôle, à la Ouais. fin de cette lettre-là, Victor Lévy-Beaulieu a accepté de participer à la rencontre qui aura lieu aujourd'hui à 15h30 de 15h30 à 17h à la librairie Champigny-Renaud-Bré. Ça, on est en 2004, je le rappelle. Une rencontre animée par Jean Fugère, qui accueillera aussi les jeunes auteurs Patrick Sénécal et Melika Abdelmoumen. Mon Dieu, c'est vrai! Fait que je veux que tu me racontes ça et c'est-tu Est-ce présenté? que mais je m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas du tout. Alors, Je tu me t'en rappelles rappelle pas parce que d'une c'est pas discussion présenté. il n'a pas dû se présenter. Il s'est pas présenté. Et c'est vrai, il s'est pas Il s'est présenté. défilé. Il s'est défilé C'est en envoyant... marqué, tu l'as lu, tu Alors- l'as trouvé, OK. Alors, le 2 mai 2004, là, on est une semaine après l'échange. C'est incroyable. Il a envoyé un fax, toi, à la librairie en 2004. Le vieux schnock est malade. Il a-t-il écrit dans un message faxé 1 heure avant l'événement. Faites ce que vous avez à faire sans moi. De toute façon, vous savez à quelle enseigne je me loge. Je n'écris pas pour notre jeune littérature par paternalisme, excuse-moi, mais par besoin de compagnonnage et parce que je voudrais, plus que tout au monde, davantage d'attention. Complice et solidaire, Victor Lévy-Beaulieu. Ah. Fait que là, il vous a retiré
le potentiel échange ici. Oui, le Vraiment débat intéressant, parce possible. que d'après le début de l'article, là, c'est Jocelyne Lepage qui écrit ça en 2004. Elle dit qu'il y avait une foule Mais à la moi, je me librairie. souviens plus de Patrick, en fait. Mais Ah, tu ben vois, là, c'est j'aurais même pas pu te dire si... Fait que vous avez commencé à peu près en même temps, je pense, parce Oui, qu'on parle de jeunes oui, auteurs. oui, On est en 2004. oui. Avec quel âge en 2004, Milka? 2004, j'avais 32. Eh oui, Ouais. t'étais plus jeune. Ouais, j'étais plus si jeune que ça. Hein? C'est une étiquette qui t'a collé longtemps C'est avec drôle, Alia. hein? Là, c'est aussi. terminé, Dieu merci. De- Ils on- peuvent plus t'es dire ça à jeune. 52 ans. Ils peuvent plus dire... Ben, peut-être des Ouais, auteurs mais le plus 50, âgés c'est que le moi. new, Oui, mais moi, ça va. Je suis beaucoup plus heureuse à 50 ans que je l'étais à l'époque. Mais c'est vrai, mais c'est drôle, cette espèce Je de pensais que tu allais me truc. raconter une anecdote incroyable là, d'un échange virulent Mais à la librairie. non, parce que ben, déjà, tu vois, je m'en rappelais pas, donc c'est bien que je m'en rappelais pas, il était pas là. Mais là, tu vois, tu racontes ça, puis j'ai comme un vague souvenir de la déception qu'il ne soit pas pointé, mais peut-être que je projette. Là. En tout cas, Je moi, serais curieuse d'en parler aimé- avec oui, Patrick Sénécal. j'aurais vraiment Oh, aimé mon ça Dieu. d'être là. Mais donc, on avait déjà peur des débats à l'époque. Absolument, oui, on avait... Ben, en fait, je pense que les écrivains font des débats. Ici, c'était par médias interposés. Maintenant, c'est par médias sociaux. Oui, C'est c'est Il y vrai. a une peur de C'est débile. confronter. Mais je pense que Ouais. tu es celle aussi qui assume une conversation dans la dignité. C'est-à-dire Oui. que tu as envie d'échanger en douceur, Oui. ce qui est rare. En Ben, notre disons que époque. j'ai pas peur d'être en désaccord. Mais ça, on peut dire merci à la France, Ouais. je pense, pour ça, parce que j'ai vraiment appris le plaisir de débattre auprès des gens que j'ai connus là-bas. Puis je pense que c'est dans la culture française beaucoup aussi. Puis les gens que j'ai connus là-bas, j'y retourne cet été, j'ai très hâte de les voir, mais avec qui on avait des soirées de débat. Mais au début, je me rappelle, je me disais, mais ils m'aiment pas, on s'aime pas. Je partais tout angoissée. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'au contraire, ils avaient juste hâte à la prochaine chicane, comme on dit ici. Et donc, tu sais, tu vois, nous, avec Jonathan Vartabédian, que tu connais bien, Oui. donc de la librairie du Square à Outremont, à un moment, peu après mon retour de France, j'ai eu la résidence d'écriture en librairie. Tu sais, chaque année, il y a un écrivain qui est 4 mois. Et donc, c'était à la librairie de Jonathan. Et on avait fait une résidence un peu spéciale. Donc, je passais ma journée par semaine là-bas. Je développais un projet qui allait devenir Baldwin, Styron et moi. Je ne le savais pas encore. On en reparle tantôt, Oui, mais oui. adoré. Qui est comme un plaidoyer Adoré, pour le celui-là. débat sain, Oui, justement. c'est vrai. Et Jonathan et moi, on organisait toutes les 2 semaines, pendant 4 mois, une rencontre avec 2 auteurs pas d'accord. Ah! Puis moi, j'animais, puis on débattait, puis il y avait un public qui était là. Donc, il y a eu Maxime-Olivier Moutier et Maude Veilleux. Ah! OK. C'était extraordinaire. En plus, ils étaient en désaccord, mais ils se taquinaient. C'était vraiment drôle, puis c'était hyper intéressant. Il y a eu aussi la revue... Il y avait la revue Spirale, la revue Lettres québécoise avant que ce soit moi, et la revue L'Inconvénient, Ouais. qui sont 3 points de vue complètement différents, qui ont eu une discussion. En tout cas, j'en oublie, mais on avait un programme comme ça de débat. C'est ton agenda caché, Ouais. un peu. Ben, là, c'est on sent. Jonathan. En plus, je peux même pas me l'attribuer à moi-même, parce que lui, bon, le thème de sa résidence, c'était la censure. Ah, ouais. Et il m'a dit, mais moi, j'aimerais ça. Moi, je déplorais qu'on n'ait pas des vrais débats. Puis bon, je trouvais ça terrible qu'on s'écharpe sur les réseaux sociaux, souvent de manière extrêmement puérile, extrêmement violente, qui mène nulle part, qui change rien, personne ne change d'idée sur rien. On se crispe seulement davantage, puis ça m'énervait vraiment. Mais tu vois, là, tu me fais remarquer qu'en fait, avant les réseaux sociaux, c'était dans les journaux. Oui. C'était le même problème. Oui. C'est que ça se faisait pas face à face. Bon, après, il y avait moins d'élus, disons, Oui. hein, donc on filtrait les voix, mais j'en ai vu beaucoup au cours de mes recherches, des engueulades c'est ça. interposées par médias. C'est ça, oui. Puis là, tu vois, c'est devenu la même chose avec les réseaux sociaux. Puis on se rend compte que quand on a la personne en face de soi, là, c'est vraiment plus difficile de faire le malin. Là. Exact. Oui. Mais en tout cas... Puis surtout quand la personne a du répondant, puis qu'elle a... Moi, l'autre truc super, ben, il faut que je rende hommage aussi à quelqu'un que beaucoup de mes amis de gauche ne sont pas d'accord avec lui. Moi, je suis pas d'accord avec lui surtout, mais c'est un historien qui s'appelle Éric Bédard. Ah oui. Éric Bédard, Oui. il était à l'émission de Fred Savard, à la balado de Fred Savard. Et d'avoir un très, très beau mandat, d'ailleurs. Oui! Ben, tu sais, pour le il Musée fait pas du l'unanimité, mais tu vois, il a le mérite d'avoir déclenché un débat d'historiens. Ouais. Un débat d'idées d'historiens au Québec, c'était quand même extraordinaire. Dieu sait qu'on en a besoin. Et donc, lui avait lu Baldwin, Styron et moi. On est vraiment pas aux 2 extrêmes politiquement, parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre extrémiste, mais on est vraiment
pas d'accord sur beaucoup de choses. Et il a dit c'était au moment où le film de Francine Pelletier, le documentaire de Francine Pelletier est sorti, puis Éric voulait le critiquer, mais il ne voulait pas en parler tout seul. Et il avait dit à Fred Savard, je veux que tu invites Melika Abdelmoumen, je veux débattre avec elle. J'ai lu son livre. Et moi, entre-temps, j'ai lu son livre à lui. On s'était croisés dans un ou deux salons, là, je savais qui c'était. Un livre de 95 sur ce que ça avait été ce que c'est d'avoir été militant pour le référendum de 95 et de l'avoir perdu. Toute la désillusion du militant. C'était vraiment un super bon livre. On a passé 1h15 à débattre. Et quelque temps après, Fred Savard a fait une balado de la Saint-Jean où il y avait juste des gens de gauche et Éric. Puis Éric, il vient. Puis il discute avec les gens. Il n'a pas peur. Puis, en tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup, cet homme-là. Puis je trouve qu'on n'en parle pas souvent du fait que ça existe. Ou récemment, toujours à la balado de Fred Savard, j'ai fait de la pub, mais qu'est-ce que tu veux, c'est une très bonne émission. Toula Drimonis et Mathieu Bellil en débat autour du livre de Toula Drimonis, Nous les autres, We the Others, qui a été traduit. Évidemment, chez les indépendantistes et les identitaires en particulier, elle a plein d'ennemis parce que elle a le malheur d'être une anglophone. Elle a 3 langues, le grec, l'anglais et le français. Elle a fait le débat au complet en français avec Mathieu Bellil. Wow! Puis, ils ont vraiment eu une super belle discussion. Donc, il y en a des gens qui le font. On en parle dans la douceur. Il faut dire que Mathieu est un homme assez doux. Mais c'était chacun affirmait. Là, c'est pas genre on s'écrase devant l'autre pour être gentil. On n'est pas d'accord. On le dit avec même parfois bienveillance, même affection. Puis ça fait réfléchir tout le monde, ça fait avant. Puis c'est même pas forcément l'idée de faire changer d'idée. Je veux dire, je vais pas devenir conservatrice parce que j'aime beaucoup Éric Bédard, pardon, et il va pas devenir... c'est l'échange. Tu sais, mais je trouve que il y a quelque chose de très beau dans le fait de tendre la main et d'avoir une complicité avec quelqu'un qui pense pas comme soi, puis d'avancer dans cette complicité-là avec le désaccord. Pas malgré, avec le désaccord. Je trouve ça super. Moi, c'est une des plus belles choses, je trouve, qui me sont arrivées d'expérience. Ces moments-là, c'est des moments magiques. Ça a l'air super New Age que je dis, mais c'est vraiment ça. C'est des moments magiques. Je trouve que c'est des moments qu'on valorise pas suffisamment. D'ouverture, Mais là, je parle de débats respectueux. Je parle pas de certains chroniqueurs qui traînent les gens dans la boue et qui leur attirent des menaces de mort et des... Là, c'est pas de ça que je parle. On sent je parle de vrais débats. Une ouverture, justement, dans les podcasts, dans cette nouvelle façon de consommer la discussion, la réflexion. Mais là, je reviens à toi, Melika, parce que depuis le début, tu me relances sur, sur des auteurs, des gens c'est mon univers. Moi, je vais te ramener à toi. Oui. Alia. Oui. Alia, toujours d'un point de vue médiatique, j'ai le goût d'aller là parce que je pense que c'est ta première page couverture du journal. Oui, c'était Le Devoir. Regarde. Ah ben oui, je m'en rappelle. Comme je m'en rappelle. C'est Anouk dirait, Caroufel, je pense, qui a fait ça. Oui, c'est la photographe du Devoir, effectivement, mais Oui. regarde, ça a l'air d'une actrice autrichienne. Oh, j'étais tellement jeune. Là, ça a été, je dirais, 2006, c'est grosse année. Ben, c'est surtout que j'étais finaliste au prix des collégiens, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, c'est avec vraiment, ce livre-là, Alia. Et puis, c'était un prix... C'était une année vraiment spéciale. En fait, il y avait moi, Myriam Baudouin qui l'a remporté, Jacques Poulain, qu'on n'a pas vu, qui n'est pas venu aux rencontres. Je pense que son état de santé ne le permettait peut-être pas. Normand de Bellefeuille et Hervé Bouchard. Oh là là! Et les 4, donc, on a développé une amitié, une complicité. Donc, c'était comme Benoît, qui a fondé le prix littéraire des collégiens, disait, c'était comme un groupe de rock qui fait une tournée. Tu sais, on était vraiment... on s'est tellement bien entendus. Et puis, tu vois, là, donc c'est sûr que le prix des collégiens, c'est fabuleux parce qu'ils en achètent... Bon, à l'époque, c'était 800 exemplaires qui sont donnés aux étudiants. Oui. Donc, tu vends d'un coup 800 exemplaires. C'est énorme, là, en fait, pour un romancier qui n'est pas une vedette. Oui, effectivement, parce que je pense que c'est le prix qui fait le plus probablement. Parce qu'il vient effectivement avec une promesse d'achat de tous les livres finalistes. Exactement. Donc, il y a plus, dans ton cas, c'était, on dit, je pense que c'était 800. Entre 800 et 1000, je ne sais plus c'était pendant des années, mais qui vont lire ton livre et surtout qui vont échanger avec toi. Raconte-moi ça, c'était probablement ta première expérience. C'était très intéressant parce que je ne faisais pas l'unanimité. Et je me souviens d'un moment particulier. Donc, en fait, la narratrice d'Alia
on l'a, comment dire, beaucoup des gens jugeaient qu'elle n'était pas aimable, qu'on ne pouvait pas s'identifier à elle parce qu'elle était malcommode. Mais en général, mes narratrices sont malcommodes. La prochaine, en septembre, attachez votre tuque avec Oh! la broche, elle est encore plus malcommode que toutes les précédentes. Et je l'adore. Je suis contente parce que mon éditeur, Rodney Saint-Éloi, s'est beaucoup attaché à elle. Elle s'appelle Mia. C'est Ouais. ton alter Il ego? l'aime, il l'aime. On Tout le sait monde pas. est mon alter ego Ouais, dans mes c'est ça. romans. Donc, je me distribue malgré moi entre tous les personnages, je pense. Mais là, il y a 2 personnages principaux, un homme et une femme. Je pense qu'ils sont tous les 2 une partie de moi où si tu les mets ensemble, ça donne quelque chose qui me ressemble. Mais donc, Alia, c'est ça, les discussions avec les jeunes et leurs profs tournaient autour du fait que comment on fait pour embarquer dans un roman quand on s'identifie pas ou qu'on n'est pas on trouve pas sympathique le narrateur ou la narratrice. Puis je me souviens d'un moment où j'ai dit « Je revendique le droit de pas faire des romans avec juste des gens gentils qu'on aime. » Mais il faut... J'avais dit ça, mais j'étais jeune et tout ça. J'avais quand même du culot, mais devant un parterre d'étudiants, j'allais pas m'aider à gagner le prix, là. Mais en fait, je m'en fichais de gagner le prix parce que c'est vraiment un prix où être finaliste, c'est une espèce de cadeau incroyable d'être finaliste à ce prix-là. Après, la personne qui a le prix, je pense, a une bourse, une résidence d'écriture. À l'époque, il y avait une bourse et une résidence d'écriture de 4 mois en France. Et moi, je vivais déjà en France, donc mais c'était pas ça qui m'intéressait. fait que toi, tu as fait... Attends, ça, c'est intéressant. Tu as fait le prix des collégiens, mais tu n'étais Je suis venue pas ici là. pour faire la tournée. Ah, wow! Ouais, donc je suis venue. À l'époque, je n'étais pas encore maman. C'était plus facile de partir 2-3 semaines. Et surtout, j'avais pas de travail là-bas. Donc, j'étais venue, je pense, 2-3 semaines. Il y avait, Sherbrooke, Québec et Montréal. Je pense qu'il y avait 3 débats des finalistes. Puis, il y avait eu un moment extraordinaire avec Normand de Bellefeuille qu'on a perdu récemment. Pour moi, c'était un des hommes les plus classes du milieu et au monde. Et donc, Normand, j'avais envoyé mon manuscrit d'Alia qu'il avait refusé. Puis il m'avait écrit une super belle lettre en m'expliquant pourquoi. Puis ça l'avait intéressé, mais finalement, non. Puis avec des belles critiques, des beaux commentaires qui m'avaient vraiment aidé à le retravailler. Et moi, j'avais eu envie de lui écrire pour le remercier. Et tout le monde autour de moi disait « Mais t'es folle, t'écris pas pour dire merci de m'avoir refusé aux gens. » Donc, je l'avais pas fait. Ça finit comme ça. Et là, on se retrouve co-finaliste au prix des collégiens. Et lui, c'était pour un recueil de nouvelles qui s'appelle « Votre appel est important ». Et il y avait une nouvelle qui s'appelait « L'homme qui dit non », où il parlait du déchirement que c'était en tant qu'éditeur de faire des refus. Donc, il parle de ça. Et là, l'animateur lui demande est-ce que ça vous est arrivé de faire des grosses gaffes, des erreurs dans vos refus? Et là, il a posé la main sur mon épaule et il a dit, il y en a une juste à côté de moi. Oh là là, Je te quelle raconte, j'ai la chair de poule. approbation! Wow. Mais c'est d'une classe. Oui. Et puis après, je lui ai dit, tu sais, Normand, je voulais t'écrire une lettre pour te remercier, mais tous mes amis m'ont dit que c'était niaiseux d'écrire une lettre pour dire merci d'avoir refusé. Jamais écouté ses amis. Puis il m'a dit, mais non. Et beaucoup plus tard, j'avais envoyé un manuscrit à Paul Otchakowski-Lawrence, à POL, qui m'avait envoyé une super belle lettre de refus. C'était Les Désastrés. Et je lui avais répondu pour le remercier. Cette fois-là, je m'étais écoutée. Bravo. Je lui avais répondu pour le remercier. Hey, écoute, moi, ça va vite. J'ai trop de choses à dire. Là. Je ne sais plus par où commencer. Spontanément, c'est parfait. Je sais pas si on va gens, dans plein de directions où je ne vais pas souvent. Je suis contente. Ils vont trouver que je suis TDAH ou peut-être c'est un aveu. Non, c'est moi. Je pars dans toutes les directions. Mais écoute, si les gens veulent savoir comment ça se passe dans ma tête et dans mon univers, ils doivent... On le sait. Là, on est vraiment fidèles à moi. Donc, c'est parfait. J'ai le goût de te parler de quelque chose d'autre. Oui. Les Désastrés, Les Désastrés. 2013. Là, c'est là que je t'ai connue. Oui, là, c'est ma grande peine d'amour, Les Désastrés. Oui, on va... oui, je pense que... c'est ma grande peine d'amour, ce livre-là. Pourquoi? Déjà, c'est un livre... c'est un de mes livres préférés. C'est un livre que j'ai écrit après la mort de Nelly Arcan, qui a été un livre de deuil. Donc, c'est pas autobiographique, c'est pas l'histoire de Nelly. J'ai inventé un personnage qui s'appelle Nora Jane Silver, qui est une chanteuse, auteure, compositeur, interprète, qui se suicide et qui, une fois qu'elle est morte, est pognée, coincée à observer les gens qui lui ont survécu, évoluer dans la vie, dont sa meilleure amie Alice. On pourrait dire que Nelly
Nora Jane ressemble un peu physiquement à Nelly et Alice à moi, puis que l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre se ressemble. Mais bon, mettons qu'Alice, elle pète complètement les plombs puis elle se met à faire vraiment n'importe quoi. Donc, Ouais, ça ne m'est pas c'est arrivé. vrai. J'ai écrit un roman à la place. Ouais. C'est un roman où il y a du fantastique, il y a du surnaturel, il y a énormément de violence, c'est un thriller. Il y a énormément de musique parce que vu qu'elle évolue dans le milieu de la musique, Nora Jane Silver. Et j'ai travaillé des années sur ce roman-là. J'ai eu de la difficulté à trouver un éditeur. Finalement, on a trouvé VLB et ça a été... Ben, il y a eu un bon accueil critique, mais ça a été un flop. Je Un pense flop, qu'on en a oh, vendu 230. Là. c'est vrai? C'est un roman qui est passé complètement sous les radars. Ben, moi, j'ai travaillé Ouais. avec toi à cette époque-là. Ouais. Je me rappelle qu'on avait Ouais. tout fait. On avait là. eu une bonne réception critique, mais pas de vente. Mais j'ai jamais les rapports Pas de vente. Ah, je mais sais c'était pas. catastrophique. Ah. C'est mon cœur brisé, là. C'est mon cœur brisé. Je me dis, si un jour, peut-être que là, je vais faire un roman en septembre. Puis les gens, ma carrière a commencé à, entre guillemets, vraiment fonctionner avec Baldwin, Styron et moi. Là, les gens ont porté attention à 12 ans en France, que j'avais fait juste Ouais. avant, qui est aussi un essai, à cheval entre le récit et l'essai. Les engagements ordinaires est un essai. Les gens, ils savent pas que j'ai été des années romancière avant de faire des essais. Donc là, je vais revenir au roman avec celui qui Ouais. s'appelle Petite Ville. Puis j'espère que ça va donner envie aux gens d'aller lire Les Désastrés ou les gens qui vont nous écouter. Parce que pour moi, là, celui que je viens de finir est comme la suite. Pas la suite, c'est pas la même histoire du tout, mais c'est comme je sais pas, je trouve pas mes mots, mais la suite Le logique ou spin-off? Non. c'est pas un spin-off, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est le même genre. Tu sais, OK. je creuse les romans déconstruits avec plusieurs narrateurs, avec plusieurs types de documents, avec un peu de surnaturel, un côté thriller, un côté policier. Ça revient dans le nouveau, mais qui est poussé un peu plus loin parce que j'ai plus d'expérience. puis Ouais. J'ai vieilli et puis j'ose plus probablement que j'osais à l'époque. Mais c'est comme deux romans frères, je pense, on peut Parce dire. que Et je rêve quelque chose se passe pour que les gens mais soient on te le curieux. souhaite, un petit coffret, C'est mon quelque bébé, chose. c'est mon bébé, Les Ça- Désastrés. Et puis, c'est très drôle parce que je suis pas du tout une fille croyante. Mais je me souviens, quand j'écrivais Les Désastrés, c'était pour moi mon livre le plus important. Je pense que ça va toujours rester un de mes livres les plus importants, même toutes ces années après. Et je me rappelle que j'y pensais jour et nuit, je faisais la natation, je pensais. J'étais avec Nelly. Tant que je l'écrivais, elle était encore avec moi. Ouais. Donc, quand le livre a été terminé, ça a été un deuil. Le vrai deuil est arrivé. Et je me rappellerai toujours qu'il y a eu un moment quand je vivais en France où j'ai eu peur pour mon fils. J'ai eu peur que mon fils ait eu un accident d'auto avec mes beaux-parents. Et j'ai comme fait un genre de prière, puis j'ai dit à Dieu ou à je sais pas quelle force, on s'en allait on s'en allait chez mes beaux-parents à la campagne parce qu'on se disait peut-être c'était la nuit et peut-être qu'ils étaient juste endormis, ils répondaient pas au téléphone. On savait pas s'il était arrivé quelque chose, s'ils s'étaient bien rendus ou s'ils étaient juste endormis. Finalement, ils étaient juste endormis, mais en trajet, en se rendant là-bas, qui était à 1 heure de Lyon, j'ai dit, si mon fils il va bien, je suis prête à ce que mon livre sur Nelly marche pas. Puis depuis ce temps-là, je sacrifie le succès de ce livre-là pour que mon fils soit correct. Ah, c'est bon, on aime ça. Et là, c'est ça qui est Oh, arrivé. wow, c'est comme jeter un petit sort. Je me suis jeté un sort. Et c'est drôle parce que j'y pense régulièrement, même si je suis pas croyante. Mais tu sais, on a tous des côtés... je suis en train de lire un magnifique livre de Véronique Chagnon sur la spiritualité chez Atelier 10, là, qui vient de sortir. Et je pense que ça s'appelle L'envers du monde. Bref. Et ça m'a refait penser à cette histoire-là où j'ai vraiment eu un moment... Tu sais, genre, je sacrifie quelque chose si vous sauvez mon fils, quelle que soit la force là-haut. Aïe, aïe, aïe. Puis des fois, je me dis que c'est ça qui est arrivé. mais vraiment, c'est... Moi, je pense que j'ai pas fait de roman avant maintenant parce que ça m'a tellement brisé le cœur qu'il trouve pas ses lecteurs. Ben, Parce que moi, j'avais tout mis dans ce roman-là. Puis j'ai travaillé avec Annie Goulet, que tu connais, qui est une excellente éditrice, autrice aussi. Puis on y croyait. Ouais. Et j'y repense encore, là, parce qu'il y a un truc qui se passe à la fin, là, dont je suis particulièrement contente, que ça a été tellement long de le trouver. Puis vraiment, c'est comme, je pense que c'est un des livres, jusqu'à la fin de ma vie, ça va être comme, il y a une place spéciale pour moi, celui-là. Donc, écoute, on sait jamais. En lisant, je me suis posé la question, en partant de Baldwin Styron, en revenant sur tes engagements, en retraçant un peu le parcours, je suis réarrivée au Désastré, puis je me suis dit, pourquoi elle a utilisé le procédé romanesque
parce qu'on était déjà dans ce qu'on a... C'est pas de la narrative non-fiction, parce qu'on est vraiment Non, c'est dans vraiment la de la fiction. Oui, oui, c'est mais tu purement aurais pu, ton fictionnel. histoire, te l'approprier, ton deuil, Mais je pense finalement. que déjà, j'avais peur de faire de l'essai à l'époque. Ça m'intimidait. Mais en même temps, je faisais. Tu sais, j'avais fait... En fait, je me rends compte maintenant que, tu vois, j'ai fait ma thèse et j'ai fait Alia, qui est une histoire où une personne, c'est pas une vraie autofiction, mais c'est une fiction sur l'autofiction. La narratrice a Ouais. écrit une autofiction puis elle se fait faire un procès par ses parents parce qu'elle a raconté leur histoire dans son livre. Et j'étais en train de faire ma thèse sur l'autofiction à ce moment-là. Et c'est drôle parce que Petite Ville, le roman qui va sortir en septembre chez Mémoire d'Encrier, que j'ai commencé juste après Les Désastrés. Je l'ai commencé en 2014. Oh, J'ai travaillé 10 ans en le mettant de côté, en le reprenant, en me c'est ça décourageant. qui est intimement lié Et aussi, très lié. là. T'as fait Et des- en fait, Baldwin, Styron et moi, et les engagements ordinaires et 12 ans en France sont un peu l'équivalent de ce que ma thèse a été pour Alia. C'est comme si l'essai nourrit le roman. Oui, je t'ai Mais entendu j'ai besoin parler de le dire ça. de façon essayistique Ouais. pour que ça ne devienne pas un roman à thèse qui donne la leçon ou qui est comme un roman didactique. Donc, il faut que le didactique ou la réflexion essayistique arrive quelque part. Ouais. Puis après, je peux m'en libérer et faire une vraie fiction où il y a une portée sociale, il y a une portée critique du monde, il y a une portée tout ça, mais dans une vraie histoire, là, dans un vrai divertissement, Ouais. pour ainsi dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça a commencé avec quoi? Ça a commencé avec 12 ans en 12 France. ans en France, oui. Ouais. 12 ans en France, où là, tu es dans l'intime. Là, je suis vraiment dans l'autobiographie, mais essayistique, parce que je raconte mon expérience auprès des familles roms qui vivent dans la grande pauvreté Ouais. en France et partout en Europe d'ailleurs, et mon expérience de l'immigration avec un nom arabe pendant les années des attentats, pendant les années de Sarkozy, pendant la montée de l'extrême droite. Mon Dieu, si j'avais su, c'est encore pire maintenant, mais bon. Donc, c'est expérience directe, mais avec une portée... je me suis permis de le faire parce qu'il y avait une portée politique. Qu'on ressent Ouais. énormément. Mais à là-dedans. l'époque, on avait appelé ça récit et non Ouais. essai. Ouais. C'était comme plus... c'est-à-dire que je pense que c'est un essai, mais qu'on n'avait pas encore vraiment compris que l'essai pouvait prendre cette forme-là. Ouais. Maintenant, ça semble une évidence. Mais en 2018, ça l'était pas. Alors, tu étais une précurseur. Ah, vraiment. peut-être. Mais tu as été une Ben, je précurseur pense au que cours je de ta suis souvent... carrière. ben, c'est une de mes amies, Marie-Hélène Panisset, qui est réalisatrice. Là. On avait un projet de comédie musicale ensemble qu'on a commencé, qu'on n'a jamais tourné finalement, mais qu'on a commencé, j'imagine, attends, ça devait être en 2002, 2003. Et là, en fait, je te dirais que c'est un mélange de La La Land et de American Fiction, mais sauf qu'on l'a fait 22 ans avant. Personne ne voulait nous financer. Ah. Mais la question de l'autofiction, de se faire passer pour un autre, était dedans. C'était dedans. Puis l'hommage aux comédies musicales classiques avec des chansons puis des claquettes était dedans. Ben là, je veux voir. Je veux Mais il voir faudrait ça, qu'on le mais- tourne. Là, appel aux producteurs riches. Mais maintenant, c'est que ça marche plus parce qu'on va se faire dire qu'on a copié ces deux-là. Oui. Alors qu'on était là 20 ans avant. Mais en fait, je fais ce que j'ai envie de faire et ce que je sens que je dois faire sans me poser de questions sur les catégories. Ouais. En tout cas, assez vite, j'ai arrêté de m'en poser. J'écris ce que j'ai intimement besoin d'écrire. Et il se trouve que c'est toujours à côté ou avant ou ce qui va finir par marcher. Et donc, Ben, t'es une ça fait que précurseur, j'ai eu voilà. un parcours peut-être pas toujours facile, mais on dirait que là, je pense que c'est le retour de France, le fait d'être à Lettres québécoises, toutes sortes de choses. Je pense mon engagement dans le milieu, peut-être, je sais pas. On dirait qu'il y a des oreilles qui se sont ouvertes Oui. à ce que je fais et que là, malgré... Parce que Baldwin, Styron et moi, là, c'est un essai. Mais il y a du théâtre, il y a des bouts de cinéma, il y a des bouts essayistiques, Oui. il y a des bouts de récits personnels. C'est complètement éclaté. Et le roman qui s'en vient, ça va être ça, Les Désastrés. Sur la forme, je me suis toujours un peu lâchée. Mais on dirait que là, je sais pas pourquoi, avec Baldwin, Styron et moi, ça a été compris. Ouais. Les gens qui ont lu Baldwin, Styron et moi, qui sont allés voir 12 ans en France après, ça passait comme dans le beurre. C'est la suite logique. Ouais, 12 oui. ans en France, on est en 2013. 2018, c'est ça. Je l'ai 2000. publié en 2018, mais j'ai commencé à l'écrire bien avant ça, évidemment. On est aussi avant, moi, mon première entrée avec la narrative non-fiction québécoise, qui était avec Ma vie en rouge Kubrick. De Simon, de bien Simon. sûr. Alors moi, c'est ça, vrai. quand j'ai lu Oui. 12 ans en France, j'ai tout de suite On fait est dans un le lien, même... oui, mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment une mouvance il y avait qui est une mouvance à devenue l'époque. l'essai, là, parce qu'on a enfin compris que ça pouvait s'appeler de l'essai, puis que l'essai pouvait
couvrir un territoire extrêmement vaste. Oui, d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir l'entretien, la petite entrevue que tu as fait avec Marc Fossé, éditeur chez Luxe. Ah oui, à c'était Émilie, à Perrault. l'émission d'Émilie Perrault. Il restera toujours la culture. Exact, c'est une excellente discussion sur l'essai qui décomplexe. Mais l'essai, ça peut être n'importe qui aime lire et qui est curieux peut lire un essai. Exact, oui. Il faut démocratiser. Et puis après, il y a des lectures plus exigeantes. Il y a des essais que moi, je trouve plus difficiles, que c'est moins mon truc. Il y a des essais que je trouve, je sais pas, que je trouve qui ont moins une portée vaste parce qu'ils sont plus personnels. Il y en a d'autres qui sont entre les... Mais c'est d'une vastitude, l'essai. Et puis là, en ce moment, je pense qu'on est dans une des meilleures périodes de l'histoire de l'essai au Québec. Encore on l'a vu avec... qu'elle soit financée. Mais là, c'est un autre problème. Oui. Mais là, tu vois, nous, on a lancé à la québécoise le prix de l'essai LQ l'année dernière. Il revient cette année. Bravo. Version améliorée. Maintenant, on a un jury de 5 personnes. Moi, je me suis complètement... La première année, je faisais partie du jury. On faisait ça un peu avec les moyens du bord parce qu'on voulait que ça ait lieu. Ça a été en correspondance. En collaboration avec les correspondances d'Eastman, menées par Étienne Beaulieu, qui est un défenseur de l'essai depuis des décennies un grand directeur. Et donc là, on le refait cette année. Oui. Et c'est ça. Et on va encore cet été, probablement, ou à la fin de l'été, parler beaucoup d'essais autant qu'on peut dans les médias pour faire comprendre aux gens qu'il faut se lancer. Puis même après un livre exigeant, que ce soit un roman, un essai, une pièce de théâtre ou de la poésie, il faut essayer. Ben oui. Il faut y aller. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette discussion, parce que justement, ça l'a démocratisé le geste de prendre le livre, de se mettre le nez dedans, puis de pas tout à fait comprendre, mais de continuer. C'est pas grave. Moi, il y a des livres que j'ai lus plusieurs fois, puis ça a pris plusieurs fois avant que je les comprenne. Puis il y en a d'autres, comme Ulysse de James Joyce, que j'ai arrêté d'essayer parce que je comprendrai jamais. Parce que je m'entête à lire en anglais. Non. Ah, ben là. Je m'entête à lire en anglais. Mais par exemple, Moby Dick, qui est j'ai tellement aimé ça que mon fils s'appelle Ismaël. Le livre Moby Dick. C'est à cause de ça qu'il s'appelle Ismaël? Oui. Call Me Ishmael, la première phrase de Moby Dick. C'est de là qu'il vient. Oui. Ben, c'est toute une discussion parce que c'est aussi... mon mari est d'une famille catholique et moi, je viens d'une famille musulmane du côté de mon père, même si je ne suis pas croyante. Et ça réunissait les deux religions, Ismaël, et dans les deux religions. Enfin, il y avait tout ça. Il y avait le côté œcuménique, le personnage d'Ismaël qui est l'ouverture d'esprit incarné, l'acceptation de l'autre incarné. Et donc, tu vois, Moby Dick, j'ai fini par réussir à le lire au complet et à adorer ça quand j'étais enceinte d'Ismaël, justement. Je ressemblais moi-même à une baleine à ce moment-là. Et ça faisait 4 ou 5 fois que j'essayais. Et puis là, ça a été comme une illumination. Ça a changé ma vie. Des fois, il y a des livres comme ça, tu sais. Que tu essaies. Puis après, d'autres où tu te dis, finalement, non, celui-là n'est pas pour moi, mais il ne faut pas avoir peur. Ouais. Ou que même la poésie, on rit parce que là, ça fait 2 fois que je vais en parler chez Franco Nuovo de poésie. Puis je me rends compte que les poètes sont super contents que je fasse ça, même si je ne suis pas une spécialiste, parce qu'ils écrivent pas juste pour les poètes puis les spécialistes, les poètes. Non. Et donc là, j'ose parler de poésie, puis la blague que je fais aux amis, c'est je suis comme une poule devant un couteau avec la poésie. Ça me fait plein de choses, puis je suis pas capable, je sais pas comment en parler. Et là, j'ai fait une première fois sur le livre de Laurie Jean-Louis, La femme sans couleur. Ah non, c'est pas La femme sans couleur, c'est sur son 2e livre, Main d'œuvre. J'ai fait un truc chez Franco Nuovo, puis il a trouvé que je m'en sortais bien. Donc là, je pense qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, 1 mois, je l'ai fait sur les 4 femmes poètes des éditions du Norois. Mais tu sais, avec ma naïveté, avec mon... Mais quand je te ramène aux médias... Oui, mes amis. À Alia, on l'a dit tantôt, tu avais eu comme vraiment, tu avais tout fait. Et c'est là, je pense, à cette époque-là, où tu es entré, où tu as rencontré un critique littéraire. Je ne sais pas si tu l'as rencontré. Oui, on a même été... écoute, Christian Desmeules, je te parle de Christian Desmeules, Christian même, écoute, c'est une histoire extraordinaire. Donc, Christian Desmeules... Je pense que c'est Alia. Il a fait une critique assassine. Oui, attends, je peux-tu te lire un petit extrait? Ouais. Je ne la lirai pas toute parce qu'elle est vraiment... Elle est vraiment assassine, mais on a fait la paix depuis longtemps. Alors, déjà c'est le premier roman où tu as arboré le H. Oui, c'est-à-dire que j'écrivais mon prénom sans H depuis des années. Je ne sais pas pourquoi, par complexe débile. Je trouvais que c'était plus joli sans. Je voulais ressembler à toutes les autres Mélika et Malika qui n'avaient pas de H. Puis à un moment donné, j'ai décidé que ça suffisait et je vais écrire mon prénom comme mon père me l'a donné. Donc, Mélika avec un H à la fin. Ah ouais, ben là, il l'évoque. Avec Alia Melika ajoute un H à son prénom. Je ne l'ajoute pas. Fais tes recherches. Donc, alors, ce que je cherchais, c'était... la fin est terrible. La fin, oui. Oui, c'est ça. Excuse-moi. C'est une vérité dans l'écriture de Melika. Elle réside peut-être là.
dans cette expression touchante de la fragilité, du doute. Bon, ça, c'est le petit Ouais. point positif. Autrement, le roman manque de cet éclat qui est la marque habituelle des œuvres fortes. La phrase de Melika Abdemel est trop souvent quelconque, sans rythme et sans sonorité. Mm. Hey, au surplus, la structure de son roman semble inutilement alambiquée et le jeu du chat et de la souris autour de l'éternelle illusion biographique n'y apparaît pas des plus convaincants. Ouch! Ah, ça avait été terrible. Ça a été terrible. Et c'est drôle parce que... comment raconter toute cette histoire incroyable? Ça m'a vraiment démoli. J'ai vraiment trouvé ça dur. Moi, je pensais que Christian Desmeules, il se levait la nuit pour me détester puis me mépriser. Je pensais vraiment le lapsus. Je pensais on reçoit vraiment, un texte tu comme sais, ça, ça te remet puis, en Dieu question. sait là. que je suis une défenseur de la critique maintenant. Hein. Mais puis même, comment dire, je me serais pas venue à l'idée qu'il n'y aurait pas eu le droit de faire ça du tout, mais j'étais démolie. Et des années après, Je te l'ai remis dans les pattes, dans les Désastrés, Je te l'ai mais remis il dans y a les un pattes. personnage qui est inspiré de lui. effectivement. Il y a un personnage de journaliste que Nora Jane déteste, qui est, en guillemets, le méchant, mais qui s'avère être foncièrement humain. OK? Puis tout ça, je l'ai écrit, j'avais jamais digéré ce que je pensais, le fait que je pensais que Desmeules me détestait, puis détestait ce que je représentais, puis mon groupe, puis les gens qui écrivaient au jeu et tout ça. Parce qu'il y a eu quelques articles où je pense qu'il y a eu une autre fois où il a parlé de moi. Là. Ouais, à partir des Désastrés, Mais c'était vraiment... Ça s'est bien je pense, passé. et donc là, Mais il fallait avant, que j'évacue ça de moi. Donc, ouais. j'ai créé ce personnage de journaliste que Nora Jane déteste, puis c'est l'enfer. Finalement, dans Les Désastrés, il s'avère beaucoup plus humain que ce qu'on croit. Il est même essentiel à l'histoire. Et donc, je fais ça, ça me soulage. Et par un concours de circonstances, c'est ça, il a voulu le lire. Hein? Il l'a lu, on a fait un entretien autour de ce livre-là. En fait, tu as fait une entrevue. Là, mon souvenir est un peu... C'était une entrevue pour Le Devoir qui s'était super bien passée, puis on était un peu devenus amis. Alors, je me suis demandé, Ouais. est-ce que je t'ai juste dit que tu avais une entrevue ou je t'ai... Je pense savais que j'étais- Non, tu m'avais dit qu'il l'avait commandé. Pour C'est le lui. lire, il l'avait demandé et Ouais. j'étais terrorisée. Et l'entretien s'est super bien passé. Il a fait son entretien, puis on s'est réécrit plusieurs fois parce que j'avais fondé justement l'association Cousins de personnes Ouais. qui l'intéressait. Donc, on était restés en contact après cette rencontre-là. Et c'est allé encore plus loin que ça. Christian Desmeules, il est venu en France et il est venu avec moi sur les bidonvilles m'aider à aider les Roms. Il a fait des photos, on a fait des expos ensemble. On avait un projet attends, de livre ça, et la couverture de 12 en France, c'est une photo de C'est lui, Christian. C'est lui qui a fait cette photo de moi dans un entrepôt où des Roms s'étaient installés. Ben voyons. Donc, cet homme-là fait de magnifiques photos. Il y avait un site web à l'époque, je sais pas, on s'est un Donc, petit il peu n'est pas juste perdu de un vue. critique Ah non, très sévère, là. il a fait des photos magnifiques. Ça a été quelqu'un qui m'a accompagnée, qui connaît Il y a une des familles avec qui je suis encore en contact. Là, je leur ai parlé pas plus tard que ce matin. La famille dont je parle dans le livre, la famille D'ailleurs, de je voulais te demander de Viorica. leurs nouvelles. Ben, ils sont en Roumanie. Les enfants ont grandi. C'est très difficile encore. Là, Vandana, donc, qui s'appelle Viorica dans le livre, elle a eu un autre enfant depuis qui est mon filleul, Ricardo. Oh. Et deux de ses filles ont eu des bébés. Et là, j'ai décidé de les aider financièrement. Là. Oh, wow. Ben, j'avais l'argent récolté autour de 12 ans en France. Je le mettais de côté pour eux. C'était prévu que si j'écrivais ce livre-là, c'était pour Oui, tu ramasser l'as de l'argent. mentionné. C'était Oui, clair. oui. Mais là, finalement, on était censé se le partager, Vandana et moi. Mais finalement, j'ai tout gardé pour elle. Puis j'en ai mis de côté pour les projets d'études des enfants. Puis finalement, ça, c'est mes rêves à moi qu'elles vont faire des études puis avoir besoin d'argent. Là, en ce moment, il y a des urgences. Et en Roumanie, il n'y a pas d'aide financière comme il y avait en France. Donc là, j'ai décidé de me servir de cet argent-là maintenant pour essayer de les aider. C'est ça. Donc, et puis, on est très, très, très proches, là, maintenant. On se parle plusieurs fois par semaine. Après une période plus difficile où on se parlait moins souvent, où j'étais ensevelie sous le travail, j'ai décidé de ralentir, notamment pour avoir du temps pour eux. Et donc, Christian Desmeules les connaît très bien. Il est venu avec moi. On a mangé avec eux dans leur cabane. Il a fait des photos extraordinaires. Et Christian aussi, c'est quelqu'un qui nous a encouragés quand, à Lettres québécoises, on a voulu faire un manifeste pour affirmer la nécessité d'une critique libre
digne de ce nom et qu'on avait le droit de raconter son expérience de lecture avec les bémols, avec les moins bons côtés. Et puis Christian nous a soutenus là-dedans. Il l'a beaucoup... il était très content, je pense, de ça. Parce qu'on défend... je suis d'accord avec sa vision de la critique, même s'il n'aimait pas mes livres. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on critique quand on n'aime pas? Ben, ça dépend. Moi, je pense qu'il faut. Mais moi, personnellement, je suis pas critique parce que j'aurais peur de blesser. Oui. Donc, je fais pas ça. Ouais. Je fais pas ce métier-là. Mais à l'aide québécoise, que tu Il y a diriges... un cahier critique qui est dirigé par Nicolas Giguère, mais les critiques choisissent ça. Je vais l'expliquer parce que tu vois, les gens ne le savent pas. Ben, vas-y. Nicolas donne la liste des nouveautés et nos critiques choisissent Ouais. ce dont il et elle veulent parler. On n'impose rien à personne. La seule chose à laquelle on fait attention, c'est qu'il y a un équilibre des maisons d'édition, que toutes les personnes ne critiquent pas Boréal ou Le Cartanier. Donc, si quelqu'un dit « je veux faire tel livre du Cartanier », puis un deuxième dit « je veux faire tel livre du Cartanier », on arrive au troisième, Nicolas va dire « choisis autre chose, on en a déjà deux, il faut équilibrer ». Mais personne ne leur dit quoi critiquer et comment critiquer. Et en plus, il n'y a plus d'étoiles. Il n'y a plus d'évaluation par étoile. Bravo. Parce que on voulait, parce que j'ai lancé la discussion, Annabelle Moreau, qui était là avant moi, y avait réfléchi aussi, mais elle ne l'avait pas encore fait. Moi, je voulais que les gens lisent les critiques comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire le récit d'une rencontre, le récit d'une lecture. Et c'est une œuvre en soi. Les critiques dans LQ, elles font une page, elles sont hyper poussées, elles sont hyper travaillées. C'est une œuvre en soi, puis ça mérite qu'on s'y attarde, qu'on la lise dans son entièreté, pas qu'on aille à la fin pour voir combien d'étoiles il y a. Donc, jamais c'est arrivé que tu dises hey, « celle-là est ben trop incendiaire, là, ça vaut pas la peine ». Ben, c'est arrivé une fois. Non, c'est arrivé qu'il y en a une qui était jugée incendiaire et j'ai eu des problèmes qui était dans le numéro sur l'essai. OK. Il y a une critique qui était négative et puis ça a créé un scandale. Puis c'est à ce moment-là que j'ai voulu, dans le numéro suivant, faire le manifeste pour une critique libre et qu'on affirme que nous, notre vision de la critique, c'était ça. Il y en a d'autres. Oui. Mais nous, la nôtre, c'est ça. Tu sais, puis Ben, je continue à penser ça, mais après ça, moi, comme je te dis, j'ai tellement peur. Ben, l'autre problème, c'est que je commence à connaître personnellement beaucoup de monde dans le milieu. Donc, si j'ai des trucs à dire sur leur livre, je préfère leur dire en privé, face à face. Et encore, ça m'intimide. Donc, c'est pas un métier pour moi, la critique. Donc, on verra jamais là, une critique. Ben, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de parler des livres dont je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Et qui sont passés sous les radars parce qu'on parlait des médias, on a l'obsession toujours sur les 2 ou 3 mêmes, ça finit plus, c'est épuisant. Moi, je me méfie systématiquement par nature adolescente de ça, mais en plus, je vois des gens valeureux qui ont fait des très bons livres, qui sont complètement absents, donc je me dis, ben moi, je vais m'occuper d'eux. Je vais te faire en termes... Hey, c'est presque terminé. Oh, mais c'est pas grave! C'est plate. Il va falloir on se fera un sequel. Je veux faire du pouce sur ce que tu as dit parce que, en fouillant, je suis tombée sur une petite capsule que tu as faite à l'époque où on a travaillé ensemble. Pour le Salon du livre de Montréal. Tu t'en rappelles? Je me rappelle un petit peu, mais je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Bon, là, j'aurais aimé te la montrer, mais là, ça ne fonctionne pas. Je vais te l'envoyer. C'est trop drôle. Mais j'ai un souvenir très vague. Vas-y. Pourquoi? Tu as un souvenir? Je me souviens que je portais une robe grise. Je me souviens que c'était pour les désastrés. Attends, je vais essayer de la retrouver. Il me semble que je portais une robe grise. En fait, oui, c'est une robe noire ou grise. Comme c'est drôle, je me souviens de ce que je portais, mais ça m'apparaissait important. Mais je me rappelle pas de ce que j'ai dit. C'est surtout où j'ai appris cette fois, où j'ai appris quelque chose de très important dans ma carrière. C'est-à-dire que parfois, il faut les préparer, les entrevues. C'était pas bon? C'est pas que c'était pas bon, parce que c'est de ma faute. Alors, je tiens publiquement à m'excuser ici. Je le retrouve pas, mais peut-être que je l'ai inséré. Qu'est-ce que je dis? Alors, on te demande quel est le livre préféré de tous les temps. On se rappelle que tu es en promotion pour les Désastrés. Qui t'a inspiré les Désastrés? Nelly, j'ai pas parlé d'elle. Il y a aussi Nelly, mais il y avait aussi à cette Joyce époque-là, Carol tu parlais beaucoup de Bret Easton Ellis, puis tu faisais beaucoup de parallèles avec ce livre-là. Donc, c'est vrai, Lunar Park. Première question, quel est votre livre préféré? Ah, Lunar Park, j'ai vraiment été inspirée dans la rédaction de mon livre. Deuxième question, quel est l'auteur avec qui vous aimeriez vivre? Ah, Bret Easton Ellis pour Lunar Park. J'ai gardé le même. Après ça, il y a même une chose question, après. quel livre vous donnez le plus souvent en cadeau? Alors, je vais dire comme ça, Bret Easton Ellis. C'est encore... Et ça m'a appris beaucoup.
cette entrevue-là parce que je me suis dit, plus jamais t'envoies quelqu'un faire ce genre d'entrevue-là. Mais en plus, c'est le genre de truc que je déteste, pour tout te dire. Je Ben, pense que je devrais m'en pas en faire. excuse. Ah non, mais c'est pas... Je m'en excuse, C'est mais vraiment pas grave. j'ai parce envie que de t'offrir quelque chose. C'est qu'en Hein? parcourant ma bibliothèque, moi, j'étais libraire à l'époque de Lunar Park. J'ai pas lu parce que c'est pas, ça m'attirait pas. Je dirais que toi, tu m'as convaincu de le lire maintenant. Mais j'ai retrouvé la version non corrigée Ben voyons, oh mon Dieu! qu'on nous avait Robert remise à Laffont. l'époque. Oh Tu vois, elle a vécu genre 10 déménagements. C'est même écrit à la Je l'avais écrit à la main Brett pour Easton le Elliott. retrouver. Oh, wow. Mais c'est une épreuve non corrigée qu'on nous avait donnée ça, c'est un à cadeau. l'époque. Fait que je voulais comme conclure Oh, ça. Ça reste un de mes livres préférés à vie. Donc, si tu me renvoyais à la... Peut-être que je répondrais la même Luna chose. Park. Dans le cas, je te l'offre. Mais c'est vrai Parce que ces questions-là... OK, il faut que les médias arrêtent de faire ça. Ben, il faut que les Ton livre relationnistes les préparent, préféré... les Oui, auteurs mais aussi. juste ton livre préféré... Ouais. Je l'ai fait plein de fois, là. Ça m'est arrivé souvent. Puis je me dis, c'est con, parce que ton livre préféré, avec les années, il change. Oui. Puis t'en as plusieurs. Ouais. Je pense que j'aime pas ça, en Mais fait. il faut se préparer. Il faut Mais faire peut-être des... qu'on aurait pu créer un genre de petite réponse un peu bullshit qui aurait marché. Toi et moi, si on En tout cas, aurait Lunar- comme... moi, j'ai senti que Lunar Park, en tout cas, Mais c'était merci. important dans Mais ta surtout, vie. j'essaie de me rappeler, est-ce qu'on le savait que c'était ça qu'elle allait nous demander? Ben, en fait, l'erreur que je pense que j'ai faite, c'est de ne jamais te donner des questions. Puis que tu as été prise sur le champ. Puis on en avait plein 3 salon minutes. Oui, ouais, ça ouais, gaulait. c'est Là, il y en ça. avait des auteurs. C'est ça. Donc, je pense que tu as été comme Oui, un peu oui, oui. J'ai été un prise de chevreuil court, sur mais moi, je me l'autoroute. souviens que c'était vraiment comme... Fait que voilà, c'est Oui, mes merci. excuses Ben là, officielles. t'excuses pas parce que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du métier. Oui. J'ai eu la chance d'être interviewée au Salon du Livre. Il y a des gens qui se battent des années pour avoir la chance regarde, d'être si t'es interviewés. sage. Mais non, mais c'est T'es vrai. aussi sage aussi, un autre cadeau. T'es Hein? aussi sage dans tes réflexions sur les médias sociaux. Parfois, tu débranches. Des fois, tu Oui. dis, là, je t'annule. Oui. Ah, puis il y a des sujets que j'aborde plus. Je les aborde dans mes livres ou dans des vraies Et discussions. puis, j'ai lu un essai. Je me suis dit, je sais pas si tu connais ça, les éditions La Lenteur. C'est français. Je me suis dit, peut-être que tu connais ça. Le contre l'alternumérisme. C'est un petit essai. C'est des jeunes qui ont écrit ça. C'est vraiment intéressant parce que ça te permet de réfléchir au débranchement, à l'importance que les GAFAM ont, mais surtout à la programmation humaine qui est en train de se produire et ben comment écoute, se déprogrammer. Mon prochain livre, en fait, je veux faire une réflexion sur quelque chose comme une arabe dans les médias, dans le sens où mon rapport aux médias, la représentation des gens comme moi dans les médias, de quand j'étais très jeune, après le 11 septembre, à maintenant. Oui. Je suis là-dedans. Là. C'est très flou encore. Là. Je réfléchis ben, écoute, un ça, petit ça essai. va Donc, te tu faire vois, réfléchir, assurément. Ça cadre parfaitement avec ce que je suis en train de Eh faire. bien, voilà. Merci. Fait que voilà, merci, Ben, merci Mélika, à toi. d'être venue avec moi. C'est rare on puisse vraiment faire une telle plongée aussi fidèle à ce que je suis. Donc, les gens ont une vraie idée de comment... J'ai pas parlé de la moitié de ce que tu as fait. C'est pas grave. Ça, les engagements ordinaires, magnifique. Merci. Mère, père, Oui. hein, il y a Mère, quelque chose. père, exactement. Absolument. Je T'as t'ai raison. entendu dire qu'il y avait un cycle ici. Oui, Je c'est pense un que cycle qui vient de se terminer, là. Ah oui, puis Qui a j'ai nourri raté le roman qui s'en vient. J'ai raté ce spectacle. Ah oui. Mais là, il va sortir en anglais. Il sort en anglais en novembre, je pense, chez Biblioesis, Baldwin, Styron and Me. Wow! Traduit par Catherine Cordoc. Et on se dit peut-être la pièce va revenir. Ah, Peut-être ben que ça je serait me le l'occasion. souhaite. À voir, à Je voir. nous le souhaite. Mélika, merci. Merci à toi. infiniment. C'est un plaisir pur. Merci. Merci.